aujourd'hui, nous parlons des enfants sous toutes les formes dans les familles. Souvent, les enfants sont considérés comme étant des sources de bonheur, des sources d'unité, de compréhension. Mais dans certains cas, les enfants deviennent source de conflits. Les enfants deviennent source de disputes parce que peut-être l'un des parents ayant des difficultés à assumer la situation ou ayant été surpris pour une raison ou pour une autre. Et pour discuter de ce thème avec notre spécialiste du jour, nous vous avons invité Madame Judith Adivignon-Djossou. Elle est coach matrimonial et va partager avec nous son expérience de la question. Madame Judith Adivignon, bonjour. Bonjour, mesdames. Alors, nous allons parler des enfants comme source de conflit ou d'unité dans le couple. Déjà, dites-nous, à quel moment est-ce que les enfants peuvent devenir source de conflit dans le couple? Merci. Avant tout propos, je dirais qu'un enfant dans un couple, c'est source de bonheur. Oui. Et ça fait partie, c'est l'un des soubassements de la solidification des relations entre le papa et la maman. C'est vrai qu'il arrive des moments où les enfants deviennent source de conflit. En ce sens que peut-être que l'un des partenaires a eu les enfants d'un premier couple et l'a amené fonder un autre foyer. Là, par exemple, si c'est la maman qui se remarie, les enfants ne voient pas en ce nouveau papa entre griffes les qualités de leur papa ou tout ce que leur père leur faisait, que ce soit en bien ou en mal, hein, ne retrouvent pas ça en ce nouveau père. Ben, ils peuvent commencer par bouder. Et là, le nouveau monsieur dit merde. Là, ça fait déjà des conflits créés au sein du nouveau foyer, par exemple. De l'autre côté, on peut dire qu'il y a aussi le côté éducation des enfants. Quand le père dit tant, la maman dit le contraire, ça peut créer aussi des conflits entre les parents, donc dans le couple. Voilà ce que je puis dire pour l'instant. Voilà. Oui. Alors, on a deux schémas dans ce que vous venez de dire. Il y a le schéma où c'est une famille qui tente de se recomposer et il y a le schéma où la famille est toujours ensemble, mais à cause de l'éducation des enfants, il y a difficulté de compréhension. Alors, nous allons prendre le cas de cette famille-là qui est restée ensemble. Le père et la mère sont toujours ensemble, les enfants viennent des deux, mais à cause de ce problème d'éducation, on n'arrive pas à s'entendre correctement dans le foyer. Ce problème d'éducation vient de qui, à votre avis? A priori, on ne peut dire que ça vient ni de la mère ni du père. Et d'abord, il y a l'éducation des deux, Oui. de façon partagée. L'éducation du père, à part celle de la maman. Je suppose que la mère soit, par exemple, ménagère et le papa soit un fonctionnaire, un cadre, Oui. qui vient à la maison à une certaine heure, voit que son fils est en train, par exemple, de faire des gâteaux à vendre avec son fils ou sa fille, est en train de faire des gâteaux à vendre. Je donne un exemple Oui. avec sa mère. La maman n'a pas cette notion-là que, bon, puisqu'il doit aller à l'école demain, il faut déjà qu'à telle heure, il soit au lit ou bien qu'il révise ses leçons. Elle se dit, bon, tant qu'il est encore en éveil, je peux l'exploiter, l'utiliser à telle fin. Elle voit ses intérêts. Elle voit ses intérêts. Et elle se dit aussi, bon, grâce à ces sources, je pourrais lui acheter tant, je pourrais lui offrir telle ou telle chose. Oui. Alors que le papa qui est cadre intellectuel vient voir son fils et dit, mais à cette heure-là, tu n'es pas en train d'étudier, tu es en train de faire quoi? Et la maman trouve que, bon, peut-être que papa ne veut pas que l'enfant m'aide. Oui. Alors que ce que le père dit est réel, c'est normal. Donc, il y a l'éducation de l'un et de l'autre. Les milieux, les milieux où est le papa, où est la maman ont vécu, ça dépend de leur entourage immédiat. Tout ça a contribué et participe de l'éducation de leurs enfants. Et de l'autre côté, même si les deux parents sont intellectuels, bon, et qui n'a pas cette compréhension-là, il n'y a pas l'un qui sait se calmer quand l'autre crie, par exemple. Ou peut-être que c'est papa qui aime trop sa fille. Dès que maman crie, maman dit non, ou maman la bastonne. Papa dit, mais pourquoi tu la tapes? Tu ne tapes pas le petit garçon comme ça. C'est elle chaque fois. Le couple s'engueule devant les enfants. Là, l'éducation en prend un coup forcément. Parce que, comme on le dit, enfant, il y a deux langages, n'éduque pas. Oui. Il faudrait que lorsque le papa parle, la maman, quelle que soit sa colère, essaye de se maintenir, se calmer,
Puis après, fait un clin d'œil, les yeux à papa. Mais pourquoi toi, tu as dit tant. Et même si c'est pas sur place, elle attend, elle peut libérer les enfants, aller m'acheter telle chose ou bien aller jouer. Elle dit, mais toi, ce que tu viens de faire devant l'enfant, est-ce que c'est bon? Là, c'est mieux. Oui. Oui. Alors, cela ne remet-il pas en question la manière dont le couple s'est préparé avant de concevoir? Tout à fait. C'est pourquoi il faut, et forcément, il faut quand même un parcours, un certain parcours, histoire de mieux se connaître. C'est vrai qu'on ne finit jamais de se connaître, puisque en tant qu'être humain, on ne se connaît même pas soi-même. Oui. Donc, histoire de mieux se connaître, je parle des deux partenaires, il faut mieux se connaître, savoir ce que les émotions, les humeurs, tout est tout de l'un et de l'autre. Et quand la femme est en état, par exemple, l'homme doit savoir que même si elle était de tempérament calme, il y a l'effet des hormones qui feront que, bon, elle deviendra coléreuse, tout et tout. Il y a tous ces aspects qu'il faut voir et il faut en tenir compte. Tout à fait. Donc, il y a forcément un parcours à faire pour mieux se connaître. Et là, je crois que quand les bases sont bien lancées, ça marche plus. Alors, nous allons prendre l'exemple de cette famille-là qui vit ensemble, le père et la mère. Au début, tout va bien, mais à partir d'un moment, à cause des pressions que la belle famille pose, parce que le père de l'un ou de l'autre n'étant pas d'accord pour le partenaire, met la pression à son enfant pour qu'il se sépare de son conjoint ou de sa conjointe. Oui. Et les enfants rentrent dans le même cycle. On commence à manipuler les enfants pour que les enfants puissent agresser d'une manière ou d'une autre leurs parents, toujours dans le but d'atteindre les objectifs que peut-être les belles familles se sont fixés. Comment est-ce que dans ces situations-là, les uns et les autres doivent réagir? Il faut forcément du calme, mais il faut avoir la tête sur les épaules parce que dans une union, dès qu'il y a naissance d'enfants, on s'oublie. On ne s'appartient plus entièrement parce qu'il faut forcément tenir compte de ces êtres innocents qui sont au milieu de nous désormais. Et je me dis, moi, personnellement, en toute chose, surtout au niveau des couples, dans le foyer, il faut avoir la crainte de Dieu en toute chose. Et quand on appelle Dieu au secours, tout est facile, ça passe comme sur des roulettes. Sinon, sans ça, c'est un peu difficile de gérer la vie de couple. Parce que dès qu'il y a ces petits problèmes de part et d'autre de la belle famille, et qu'on met les enfants sont pratiquement l'enjeu, ou bien qu'on les met comme acteurs, c'est très difficile parce que facilement le diable s'infiltre. Et là, ça court à la renverse forcément. Donc il faut avoir la crainte de Dieu et il faut beaucoup prier dans ce genre de situation et se dire, je dois avoir la tête sur les épaules. Sinon, c'est vrai, aujourd'hui, le couple peut être brisé, mais demain, les enfants s'en sortiront comment? D'accord. Et on peut revoir aussi l'un ou l'autre, tel ou tel membre de la belle famille. Il y a déjà des enfants, on ne va pas se dépasser comme des ennemis. Donc, il faut forcément prendre tout son calme, prendre de l'eau s'il le faut, et se remettre d'abord en question et voir comment repartir dessus de bonnes bases ou bien voir quelle solution adopter pour faciliter la tâche à tout un chacun. D'accord. Mais en ce sens, la responsabilité, elle est souvent partagée, dit-on. Tout à fait. Et pour les enfants, psychologiquement ou émotionnellement, est-ce qu'il y a un type d'accompagnement que vous proposez, que vous faites aux enfants en tant que coach dans ces situations-là? Oui, ces enfants forcément sont pris en compte, sont pris en charge. Il faut beaucoup leur parler et surtout leur parler de Dieu et aller sur de genre de petits sketchs, essayer de comparer, mais ramener ça à leur niveau et dire tel ou tel, par exemple, peut-être que papa et maman sont arrivés à un stade où ils ne peuvent plus vivre ensemble, mais les deux vous aiment et vous adorent. Mais il y a leur démontrer qu'il y a des forces extérieures plus grandes qui demandent à ce qu'ils soient séparés, mais qu'ils les verront toujours, ils verront l'autre parent qui ne sera pas avec eux. Et il faut prendre aussi des dispositions pour que ce soit forcément respecté. Et à ces enfants-là, on leur parle beaucoup. On leur parle beaucoup. Les parents forcément ou les parents ou le coach, ça dépend. Il y a des gens qui ne se confient pas au coach, non. Et s'ils ont des moyens, ils peuvent même prendre des psychologues pour les enfants. Là, ça aide beaucoup les enfants.
Dans ce cas de figure, ce qui est conseillé, c'est les coachs ou les psychologues pour enfants. Là, ça aide beaucoup. Mais il faut beaucoup parler aux enfants. Il ne faut pas penser que parce qu'ils sont enfants, on peut faire ce qu'on veut. Non. D'abord, aujourd'hui, les enfants sont très observateurs et sont nos juges demain. Et en vous observant surtout le sale côté que nous reflétons sur eux, ils deviennent aussi comme nous, un peu à notre image d'eux-mêmes. Tout à fait. Et c'est carrément du poison pour la société. Et c'est là qu'on commence à se demander, mais est-ce que c'est réellement mon enfant? Tout à fait. Alors qu'ils ont accumulé, ils regardent les parents faire les différents comportements, surtout néfastes et choses-là. Donc, et ils copient d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui rejaillit après sur leur personne, sur leur personnalité. Et on voit ce qu'on voit dans les sociétés aujourd'hui. D'accord. Donc il faut, et quand on donne une promesse, il faut forcément la respecter. Vous verrez, papa, tel jour, il faut que ce soit chose faite. D'accord. Oui. Alors, quand tout se passe au sein du couple, c'est-à-dire que on a suivi, avant que Osons Vivre ne commence, on a suivi cet élément-là sur les troubles de l'ovulation. Quand la femme subit des troubles de l'ovulation et qu'elle ne sait pas, peut-être, qu'elle est tombée enceinte. Or, voilà que le mari ne veut plus d'enfants à cause de difficultés financières ou à cause de pression de toute nature. Toute chose peut se passer dans la vie. Elle ne sait pas qu'elle est enceinte, mais elle se rend compte qu'elle est enceinte. Et voilà le mari qui dit que elle a piégé, qu'elle a tout fait pour tomber enceinte alors qu'elle savait très bien dans quelle situation ils étaient, patati patata, et ça continue, ça part en vrille. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'il faut gérer ces cas? C'est vrai que les troubles de l'ovulation, comme on l'a suivi tantôt, cause de véritables problèmes aujourd'hui. Il y a un cas, par exemple, où la dame a attendu plusieurs années et elle n'était même pas en période d'ovulation. Mais dès qu'il y a eu le rapport, c'est qu'elle est tombée grosse. Le monsieur, n'en voulant plus, lui demande d'avorter, elle dit niet. Dans ces cas, c'est vraiment un problème. Elle se tait quand le monsieur crie. Elle attend tout être humain dans la vie a un talent d'Achille, a un point faible. Donc, elle attend de le prendre par ce point faible, mais avant, elle prie. Peut-être que c'est tard la nuit qu'elle le réveille pour lui dire, tiens, peut-être que cet enfant sera tel ou tel cadre. Peut-être que c'est cet enfant-là que Dieu nous envoie pour nous garder au moment de notre vieillesse, tout et tout. S'il te plaît, elle ramène la balle à terre, quelles que soient les injures qu'on peut lui adresser, elle ramène la balle à terre. Parce que, quelles que soient ses explications, le monsieur ne va pas comprendre. Pour lui, c'est que... Et si, malheureusement, entre-temps, la dame avait ce désir-là d'avoir un troisième enfant, bon, oui, ça complique encore plus les choses. C'est ça. Voilà, il ne va jamais comprendre que c'est des troubles, par exemple, liés à l'ovulation. Ou carrément, ils vont vers un médecin. Le médecin leur explique de long en large comment ça se passe. Et à part ça, il faut que la dame ramène la balle à terre et lui explique ce que cet enfant peut devenir avec l'aide de Dieu. Et elle prie, je crois que ça va aller. Alors elle peut l'inviter même en dehors de leur cercle familial. Laisser les autres enfants sous la garde d'une nounou ou d'une parente et sortir avec lui. S'il refuse, elle passe par personne interposée. Forcément, le mari a un parent, une sœur à qui il se confie, qu'il apprécie bien, ou un ami. Elle dit à tonton, tiens, invite ton ami, on a tel problème. Je voudrais l'inviter hors de la maison, mais si c'est moi, il ne viendrait pas. Essaye de l'inviter à tel endroit, soit en train de prendre pot. Et là, dès que la dame serait déjà sur les lieux, son ami est là, il vient. Ah, ça va. Dès qu'il veut commencer par discuter, la dame sort. Il va vouloir partir, mais son ami va dire non, écoute-la pour une fois, s'il te plaît. Je crois que le monsieur va forcément écouter son épouse. Alors, dans votre intervention, dans vos interventions, on sent beaucoup plus le côté spirituel, le côté prière, Dieu et tout. Est-ce que cet aspect de la vie du couple peut sauver toutes les situations? Ça peut sauver toutes les situations en ce sens que Dieu est au-dessus de tout. Et il n'y a jamais de problème sans solution chez Dieu. Il suffit de les lui soumettre. Donc, quand on a Dieu avec soi, je vous assure que tout marche. D'accord. Par expérience, je vous dis que tout marche. Alors, par expérience, partagez une expérience avec nous. Il y a des difficultés. Dans ce contexte où les enfants deviennent source de conflit. Il y a beaucoup de difficultés, surtout que j'interviens dans d'autres ménages.
beaucoup de difficultés qu'on pense en tant qu'être humain insurmontable, oui, qu'on ne peut pas surmonter, oui, insurmontable. Mais quand on évoque Dieu, on se dit, bon, donnons-nous 3 jours de prière, par exemple. Un exemple qui vous a réellement marqué? Oui. Allez-y. Ça, c'est un couple, c'est pratiquement le cas du 3e enfant non désiré du monsieur. Mais aujourd'hui, c'est l'enfant chouchou de papa. Ils dorment d'ailleurs dans le même lit, par exemple. D'accord. Et la dame a ramené là-bas la terre. Elle a suivi mes conseils. Elle a tout ramené à terre. J'ai prié avec elle. Et un soir, le monsieur dit, bon, est-ce que tu as commencé tes consultations? Elle a dit non, elle était hébétée, elle ne s'en revenait pas. Tellement sous pression, elle a oublié qu'elle devait faire surveiller sa grossesse. Voilà, elle n'a pas fait. Et le monsieur, il a privé de presque tous les moyens financiers pour aller aux soins, tout et tout. Donc, dès qu'il est rentré, après qu'on a fini 3 jours de prière, d'abord le langage a commencé dès la première journée. Après, il vient le soir du temps. Est-ce que tu as commencé les consultations? Elle dit non, mais elle était surprise. C'est lui qui a remis de l'argent à partir de demain, aller les consultations. D'accord. Et il a appelé la dame, il a même amené, il a appelé dans la journée, comment ça se passe, tu as mangé. Et puis l'harmonie est revenue de plus belle. Aujourd'hui, cet enfant-là est le chouchou de papa. Oui. Et c'est celui-là qui s'occupe des intérêts et qui défend les intérêts de papa. Donc, forcément... Comme quoi, la vie réserve souvent beaucoup de surprises. Ça c'est vrai. Alors, notre thème, c'est les enfants comme source de conflit, mais aussi comme source d'unité, de bonheur dans le couple. Dans le cas où, avant d'atteindre quand même le côté du bonheur, vous aviez défini les familles recomposées, aussi les familles toujours unies qui ont ce genre de problème. Dans le cas des familles recomposées, est-ce que la séparation ne devient pas plus facile? Surtout que peut-être l'enfant n'est pas du monsieur, ou encore l'enfant que le monsieur a eu avec la dame, c'est cet enfant-là, ou c'est la dame qui a eu l'enfant avec le monsieur, vice-versa. L'enfant-là qui devient maintenant source de problèmes dans le foyer. Le plus souvent, au niveau des familles recomposées, c'est les enfants qu'on a eu d'une première union qui sont source de conflits dans les familles recomposées, parce que les enfants, surtout quand ils sont déjà d'un certain âge, n'acceptent pas l'autre partenaire. Peut-être que c'est maman qui amène un autre tonton et dit vous devez l'appeler papa. Du coup, si les enfants étaient accrochés à leur père, ils n'accepteront presque pas. Il faut beaucoup les travailler, mais quand ça perdure, je crois qu'il vaut mieux se séparer. Parce que l'enfant... Est-ce que la séparation est une solution? Parce que ce n'est pas... C'est toujours pour donner de l'équilibre à la famille, aux enfants, qu'on se met avec une autre personne. Tout à fait. Mais quand en forçant ça ne prend pas, il vaut mieux se séparer pour ne pas écorcher l'éducation, ou faire semblant d'être séparé, vivre de façon séparée et aller voir l'autre partenaire, histoire de préparer les enfants à la chose. Il ne faut pas mettre les enfants dans un nouveau ménage du jour au lendemain et dire bon, vous devez l'appeler maman ou vous devez l'appeler papa, ça ne marchera pas. Il faut forcément cet exercice-là dans les couloirs avant la vraie phase, quoi. Alors, pour le côté bonheur que les enfants apportent dans le foyer, ça paraît souvent simple, mais comment est-ce que ce bonheur-là peut être préparé? Déjà, quand on est en couple, le rêve de tout foyer, c'est d'avoir un enfant. Parfois, ça n'arrive pas, ça tarde à arriver. Et il y a déjà des grincements dedans de part et d'autre. Même déjà au niveau des partenaires, on commence par... il y a des suspicions qui planent. On se dit, est-ce que c'est l'autre qui ne serait pas entre griffes stériles? On se pose tellement de questions qu'on finit par se méfier l'un de l'autre. Puis, en dehors de cette étape-là, il y a le fait que les deux belles familles s'en mêlent. Et quand l'enfant arrive, on dit ouf, c'est que tout le monde est content, Dieu merci, soulagé, Dieu merci. Et là, d'abord, quand on est ensemble, il faut se dire on doit avoir d'enfants. On commence à préparer l'arrivée de l'enfant, que ce soit tôt ou tard, il faut l'apprêter.
et lui garantit sa place, entre griffes. Ça va que dès que l'enfant sera là, par exemple, si vous passiez autrefois tout le temps au dehors, dans les bistrots, parce qu'on se dit, bon, quand on va préparer pour nous deux, on ne pourra pas finir. Il faut essayer de commencer, de considérer la présence de cet être-là, commencer à prêter les choses. Et il y a aussi les moyens financiers, tout et tout, parce que la famille s'agrandit. Et les besoins de même s'agrandissent. Donc, il faut tout planifier avant même l'arrivée de l'enfant. Et quand on n'arrive pas souvent à planifier, je veux parler des grossesses surprises, c'est-à-dire que deux jeunes gens qui sont simplement en couple, dans une relation plus ou moins platonique, qui se fréquentent, puis on se dit, on fait des projets d'avenir, on se dit, bon, on va se mettre ensemble, on va faire ceci. Ou bien dans d'autres cas, c'est tout juste après la première fois qu'ils sont passés à l'acte sexuel, que la femme tombe enceinte. Ça, c'est souvent désastre, hein. Ça crée beaucoup de problèmes après. Et de panique même entre les jeunes couples. Parce qu'ils sont encore enfants dans la tête, c'est vrai. Ils ne sont pas ensemble, du tout préparés à voilà, ça c'est un peu difficile. Il y a des gens, surtout du côté de la femme, après l'accouchement, on observe des traumatismes et autres. Il faut forcément voir un psychologue. Il faut beaucoup leur parler. C'est pourquoi aujourd'hui, au lieu d'attendre que ce genre d'actes soit posé, il faut sensibiliser la jeunesse. Je le fais souvent à travers les lycées, collèges. Il faut beaucoup parler à la jeunesse. Parfois, vous le faites, ils se moquent de vous. Ne jamais se fatiguer. Allez tout le temps. Les prendre comme vos amis. Et là, comme vos égaux parfois. Discuter de façon ouverte, sans tabou avec eux. Et là, ils comprennent beaucoup de choses. Plutôt que d'attendre que deux jeunes gens s'enceintent. Là, c'est la panique vraiment. Mais quel rôle est-ce que la famille doit jouer dans tout ça? La famille a le grand rôle en ce sens qu'il y a le côté éducation. Je reviens toujours sur l'éducation. Quand votre enfant est très bien éduqué, il n'y a pas de risque. C'est vrai, il y a l'éducation de la rue, entre griffes. Mais quand l'enfant est bien éduqué, l'enfant sait qu'il quitte sa maison, étant bien éduqué, sait qu'il ne faut pas écouter la rue. Et il faut discuter aujourd'hui avec ses enfants sans tabou, c'est très important. Dire que bon, je ne vais pas aborder le côté sexe parce que c'est tabou, c'est honteux, je suis sa mère, je ne peux pas lui définir telle ou telle chose, mais c'est criminel aujourd'hui. Parce que les copines déjà à 12-13 ans vont lui apprendre pire. Et la société évolue à une vitesse phénoménale. Voilà, il faut forcément discuter avec ses enfants. Moi, ma fille de 6 ans et demi, c'est qu'il ne faut pas poser un certain nombre d'actes. Je le lui dis clairement. Quand tu le fais, c'est que tu es enfant de diable. Est-ce que tu veux être enfant de diable? Elle dit non, maman, parce qu'il y a des vidéos que j'ai, que je lui montre quand on désobéit aux parents, quand on pose de mauvais actes. Voilà ce que Dieu te réserve. Mais quand tu es un bon enfant, tu obéis, tu travailles bien en classe. Voilà. Il y a ce genre de vidéos qu'on concocte aujourd'hui. Selon la croyance, quand même mettre une certaine crainte dans l'esprit. Je parle de la crainte de Dieu. Ça prime surtout. Déjà, quand elle voit ça, elle dit, en tout cas, mon garçon de 3 ans, c'est que quand on est garçon, on ne fait pas de piercing, on ne se tresse pas, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, oui. Quand tu lui demandes tout simplement de mettre sa casquette derrière, il te dit, mais je ne suis pas enfant de diable. Je ne suis pas la chacala, je ne suis pas bandit. Moi, je suis enfant de Dieu. Et maman Marie, c'est ce qu'il te dit de façon prompte. Voilà. Donc déjà, je me dis, c'est déjà un petit bout de chemin, c'est déjà un petit parcours. Et en grandissant, et c'est au quotidien. Il ne faut pas dire parce que j'ai inculqué ça une fois, bon, c'est bon. Non. Et dans chaque situation, ils vous interrogent. Essayez de leur expliquer, de leur dire ce qu'ils veulent savoir. De façon terre à terre, en leur français, des mots simples et justes pour les amener à comprendre ça. Sinon, ce sera le désastre après. Et déjà que la jeune fille, elle est tombée enceinte, elle a subi cette situation-là, elle est dans cette situation. Qu'est-ce que la mère, sa mère peut faire pour l'accompagner? Bon, généralement, on observe, on constate que les mamans les crient déçues. Non, c'est le moment plus que jamais de lui parler davantage, de la faire se sentir aimée de ses parents.
de l'entourer de beaucoup de soins. Parce qu'en ce moment même, elle est encore enfant et il y a un fœtus là qui grandit, sinon un embryon qui a tout un parcours en son sein. Il faut l'entourer de soins parce que c'est en ce moment-là qu'il y a beaucoup d'idées qui viennent. Elle se dit, qu'est-ce que je subis? Tantôt elle a mal, tantôt elle sent des transformations. Elle se dit, c'est quoi? Elle se pose intérieurement plusieurs questions. Et puisqu'elle est enfant, elle n'a pas réponse à tout. Donc c'est à sa maman, voilà, de l'amener à comprendre toute cette transformation-là et de lui dire, c'est pas une fin en soi, c'est pas la fin du monde. Tu vas accoucher maintenant, tu vas redevenir comme avant. Mais garde-toi, tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que tu accouches, tu dois prendre soin de ton enfant. Hein. Là, c'est beaucoup de courage de la part de la maman parce que cet enfant qui est son enfant qui est tombé enceinte peut aussi devenir source de conflit dans son couple à elle. Tout à fait. C'est pourquoi elle doit s'armer de beaucoup de patience. Sinon, ça tourne à la renverse, c'est grave. D'abord pour celle qui est enfant, porteuse et enfant, mère, c'est déjà beaucoup pour elle. Parce qu'en allant vers l'acte sexuel, c'était peut-être pas voyoucrasie ou pas curiosité, on peut le dire. Et ça arrive. L'irréparable est fait, il faut gérer. D'accord. Alors, Madame Diossou, nous sommes en train déjà de finir. Ça passe vite. Ça passe très vite. Oui, quelques mots, quelques conseils aux téléspectatrices, aux téléspectateurs qui nous suivent en cet instant. Ouais. Tout ce que je dirais, quand les enfants sont issus des deux parents, c'est-à-dire un couple qui vit depuis qu'il a eu ses enfants normalement, quelle que soit la tension qui arrive, l'un ou l'autre se calme. Puis après, pendant que les enfants dorment, on réveille son partenaire et on discute ou confier les enfants à quelqu'un. Sortez de votre cadre habituel, discutez de ce qui a pu créer ce couac-là entre vous, ça va passer. L'autre cas, les familles recomposées. Tout enfant, que soit sa provenance, est source de bonheur parce que c'est un don de Dieu, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Mon père a pour habitude de dire, quand Dieu vous donne un enfant, c'est un peu comme un jouet. Ça vous distrait, ça vous amuse, ça vous distrait. C'est source de bonheur. Donc, tenez-en compte, s'il vous plaît. Et il ne faudrait pas que ce soit source de conflit comme on l'a évoqué tantôt. Parce que ces enfants-là, même s'ils ne sont pas issus de votre sang, peut-être seront bien meilleurs à vos propres enfants demain. Et ce sont eux qui prendront soin de vous. Tout dépend de comment vous vous êtes occupé d'eux. Quel que soit leur caprice. Qui vous dit que vos enfants n'auront pas autant de caprices? Et pourquoi pas plus? Pire. On voit des enfants qui insultent leurs parents aujourd'hui. Tout se passe. Volent les parents. Parfois les braquent même. Donc, essayez de vous calmer. Éduquez-les à votre façon. De commun accord avec l'autre partenaire, bien entendu. Il faut que les bases soient jetées et je crois que la vie sera bien belle avec les enfants, bien entendu. Merci beaucoup, Madame Judith Adivine Diossou, d'être passée sur Zongi. C'est moi, merci pour l'opportunité de découverte et pour la considération. À très bientôt alors pour notre partie. Bye.